si Hélène l'a déjà dit, on vous rappelle d'éteindre votre micro. Euh, on va vous donner la parole évidemment pour interagir avec vous pendant la session questions-réponses, mais comme on va être nombreux, ça va être plus simple d'éteindre le micro pendant la présentation. Et on utilisera Slido pendant la présentation pour interagir avec vous et prendre vos questions. Et aussi, je vous confirme dès maintenant que vous recevrez la présentation qui est faite aujourd'hui à la suite de ce webinaire, en plus du replay qui sera disponible. Euh, Ensuite, je vais passer à la présentation du PCN général. Donc, avant de vous présenter l'instrument de financement de l'ERC, quelques mots un peu sur nous, sur le PCN ERC. Donc, pour vous expliquer ce que c'est une équipe de 5 personnes, dont une partie à temps partiel, euh, ayant pour mission de renseigner et de former les chercheurs et aussi le personnel accompagnant au niveau national concernant l'ERC. On mène des actions et on développe des outils qui sont là pour vous aider. Vous pouvez retrouver donc sur la slide l'adresse générique qui vous permet de solliciter la hotline. Donc, c'est juste de répondre à vos questions au quotidien sur le RC. Et aussi, vous allez pouvoir voir notre page LinkedIn ainsi que notre mini-site ERC, voilà, dans lequel on met des informations très régulièrement. On organise des webinaires comme celui-ci sur tous les appels de l'ERC. Et on a une permanence tous les mardis de 13h30 à 14h30 qui s'appelle PCN à votre écoute, où vous pouvez venir poser des questions. Il y en a certaines qui sont thématiques, mais la plupart du temps, c'est ouvert, où vous pouvez venir poser des questions à l'oral sur le RC en général, ou sur des questions très précises. Et enfin, on a récemment ouvert un appel à manifestation d'intérêt à destination des établissements qui souhaitent inviter le PCN-ERC à participer à des événements ou à co-organiser le contenu des événements. Même si votre événement n'est pas encore tout à fait prévu, par exemple qui se situe plutôt en fin d'année 2026, et que vous savez par contre que vous avez envie de faire un événement, voilà, mais que tout n'est pas encore précisé, n'hésitez quand même pas à remplir le formulaire. Nous, ça nous aide à prévoir les interventions qu'on va devoir faire et à vous orienter vers le contenu qu'on peut proposer. Et maintenant, du coup, je vais passer la parole à Hélène pour la première partie sur Slido. Merci Timothée. Bienvenue à tous. Donc, effectivement, comme l'a mentionné Timothée, on va utiliser Slido pour ce webinaire. Donc, là, vous avez le QR code que je vous laisse flasher. Voilà. Et on va vous mettre aussi dans le lien dans la conversation Teams, le lien vers ce Slido. Et on vous invite à vous connecter pour répondre à des petites sessions de questions qu'on va vous poser. Mais aussi, ce Slido, ça va vous permettre de poser vos questions tout au long du webinaire et questions qu'on prendra à la fin de la présentation. Alors, je vais vous partager le Slido pour lancer la première série de questions. Donc, si tout le monde a pu se connecter sur Slido, on va... voilà. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui se sont déjà connectées. Donc, première petite question pour une question de circonstance, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content d'être bientôt en week-end? Donc, c'est une question qui est un peu orientée déjà. On suppose que vous êtes déjà content d'être en week-end, mais vous pouvez nous préciser un petit peu si quand même vous allez bien. Si c'est en fin de week-end, c'était une dure semaine, et si vous n'avez pas vu encore qu'on était déjà vendredi. Donc, manifestement, tout le monde va, enfin, tout le monde, la moitié d'entre vous est content d'être en week-end bientôt et va bien, ce qui est une très bonne nouvelle. Parfait. Donc tout le monde est dans de bonnes conditions pour cette présentation. Alors, je vais verrouiller le vote et je vais passer à la prochaine question. Prochaine question. D'après vous,
que signifie PCN? Procédure civile numérique, point de contact national ou Paris classe numérique? Alors je crois qu'il y a un petit il y a un petit indice chez vous. Ah mince. Donc je vous laisse, y répondre. Je vous laisse 3 secondes, voilà, pour, répondre à cette question, heu voilà, assez, difficile. Alors, on va voir vos réponses. Vous êtes quand même une grande majorité à avoir compris que c'était le point de contact national. Donc effectivement, nous sommes le point de contact national sur les ERC. Donc comme, Timothée l'a présenté, on a une mission, d'information sur le programme ERC. Mais sachez aussi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que nous avons des points de contact nationaux sur tous les appels à projets européen. Et donc, si vous souhaitez déposer un projet Marie Curie, un projet du cluster thématique, nous avons tous nos collègues des PCN qui sont là aussi pour vous renseigner. Question suivante. Donc, je ferme le vote, évidemment. Tout le monde et bravo à tous hein, et à toutes. Troisième question et avant-dernière. Afin de mieux vous connaître, donc savoir qui vous êtes, est-ce que vous êtes un potentiel candidat ou une potentielle candidate à l'ERC qui souhaite plus d'informations? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans d'une cellule d'accompagnement ou dans un laboratoire et qui, accompagne les chercheurs et les chercheuses dans le dépôt de projet ou autre pour donner un petit peu, voilà, de alors, j'ai pas déverrouillé le vote, donc maintenant je pense que vous pouvez voilà. Alors, c'est intéressant, parce que là, on voit que vous êtes quand même une majorité de chercheurs et de chercheuses qui souhaitent déposer un projet à l'ERC. Donc voilà pour les 87 répondants, donc 61 et puis, membres de cellules d'accompagnement ou sans doute, peut-être de laboratoires aussi à aider. Donc c'est très intéressant. Hem de, savoir ça. Donc plutôt des chercheurs et des chercheuses qui souhaitent déposer. Parfait, je vais clore le vote et passer à la dernière question, qui est une question ouverte. Que signifie pour vous l'ERC en un mot? En un mot? En un mot. Voilà, d'accord. Donc effectivement, du financement, de l'excellence, évidemment, puisque voilà, ça fait partie du critère. Alors excellence, Europe aussi, effectivement, financement, donc effectivement, on voit que, heu, challenge, mais il y a aussi d'autres, donc il y a quand même beaucoup autour de l'argent, de l'opportunité, de la réputation. C'est un tremplin, il y a du prestige. Alors, il y a aussi inaccessible, et aussi, risqué, mais c'est effectivement une opportunité, une rupture. D'accord. Donc on va voir, mais bon, majoritairement quand même, c'est l'excellence qui apparaît en quand même de manière assez centrale dans vos réponses, avec le financement et l'Europe. Donc je pense on est dans le cadre, et c'est intéressant donc de voir aussi, tout le nuage de mots pour voir, ce que vous pensez de l'ERC et justement, on va pouvoir, parler de tous ces aspects. Merci beaucoup. Liberté, très bonne, voilà, très bon mot. Donc on en a fini pour cette petite session. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir, joué le jeu et maintenant on va passer à la présentation, et donc je vais arrêter mon partage de celui-ci et pour revenir
Juste une seconde, pardon. J'ai un petit souci pour récupérer la présentation. Ça va arriver, j'espère. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Très bien. Ouais, parfait. Non. On voit bien la présentation en plein écran. Parfait. Donc merci pour tout ça. Effectivement, c'était intéressant de voir vos réponses, même sur le mot. Donc on va effectivement parler d'excellence, on va effectivement un peu parler d'argent ou de budget, voilà. Et je suis d'accord avec Hélène là, sur la liberté de travaux et de recherche que ça peut vous aider à avoir le RC. Donc comme on l'a dit, comme je l'ai dit avant, mais il y a des personnes qui sont arrivées depuis. Donc ce webinaire, il est vraiment dédié à la présentation de l'ERC à des personnes qui soit le connaissent pas, soit ne savent pas exactement ce que c'est. Donc on va pas rentrer dans des détails extrêmement précis ni du dossier, ni de l'évaluation par exemple, mais on va plutôt essayer de donner une idée générale et les grandes lignes et les points communs entre les différents appels, etc. de l'ERC. Donc pour revenir un peu sur le sommaire, le webinaire va être composé d'une partie, donc introduction, plus sur le contexte pour essayer de placer le RC dans le paysage du programme cadre européen qui s'appelle Horizon Europe de recherche et d'innovation, et de manière plus générale même dans le cadre du financement européen. On verra par la suite la présentation de l'ERC en détail, en commençant par son historique, avant d'attaquer les différents types de bourses, l'évaluation, la candidature. Et on va finir par quelques chiffres et conseils, et je le redis aussi, mais on finira par une longue session de questions-réponses pour essayer d'adresser toutes les questions que vous vous posez. Donc voilà, donc d'abord quelques éléments sur le cadre général. Et donc on va essayer de voir là ici plus précisément le lien entre l'ERC et les institutions européennes et la place de l'ERC dans le programme cadre européen, dans Horizon Europe. Donc pour commencer, l'ERC c'est un financement public et c'est un financement européen. Les institutions européennes, elles sont nombreuses. Je vais pas faire un cours de constitution de l'Union européenne, c'est pas l'idée. Tout d'abord, l'idée, c'est juste de vous parler de quelques instances qui ont un influence sur le RC, ou en tout cas qui interagissent d'une façon ou une autre avec le RC. Donc d'abord, il y a le Conseil européen, qui regroupe les chefs d'État et qui définit les grandes orientations stratégiques de la politique de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce Conseil européen, il est présidé par Antonio Costa. Adossé à ce Conseil européen, il y a une entité qui met en œuvre les grandes orientations politiques européennes, c'est la Commission européenne. Donc si vous montez un ERC ou vous interagissez, vous allez beaucoup entendre parler de la Commission européenne. Elle est constituée de 27 commissaires, dont une, Madame Ekaterina Zakarieva, pardon, qui est en charge entre autres de la recherche. Euh, la Commission européenne, elle est également en charge de proposer des lois qui sont discutées ensuite au sein du Parlement européen et au sein du Conseil de l'Union européenne. Donc le Parlement, c'est l'instance où les citoyens européens sont représentés. Donc c'est là où se rassemblent les députés, les eurodéputés ou les députés du Parlement européen. Les députés, ils discutent, modifient et votent les lois, alors que le Conseil de l'Union européenne, ça rassemble les 27 ministres de toutes les différentes thématiques, euh, afin qu'ils travaillent sur les lois proposées par la Commission européenne. Donc une loi pour être adoptée, elle doit être validée, elle doit être adoptée, elle doit avoir le consensus du Conseil de l'Union européenne, donc là où il y a les ministres, et du Parlement, là où il y a les députés. Il y a deux autres institutions européennes qui sont la Cour des comptes européenne et la Cour de justice européenne, mais je ne vais pas en parler ici. C'est pas vraiment des instances qui qui impactent très directement le RC. Si ça vous intéresse, on a mis un lien qui explique vraiment très bien le fonctionnement des différentes institutions et comment elles interagissent entre elles. Donc aujourd'hui, on va se considérer sur Horizon Europe, qui donc est géré par la Commission européenne. Euh, donc voilà, donc Horizon Europe, c'est donc le programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne euh, pour la période 2021-2027. Pareil, on en reparlera aussi, mais ça veut dire que là, on connaît les règles à peu près, il peut y avoir des changements, mais on connaît le cadre général pour cette période. Pour ensuite les années suivantes, à partir de 2028, le cadre, il est actuellement en négociation. Donc vous pouvez voir que pendant cette période, les budgets sont définis, les grands piliers sont définis, et, euh, et c'est le 9e programme comme celui-là. Donc là, on est en cours de négociation pour le 10e.
Il y a 3 piliers principaux. Si vous avez déjà eu affaire à des financements européens, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Mais donc pour ces personnes qui seraient vraiment novices à ce sujet-là, il y a le premier pilier qui porte sur l'excellence scientifique, un deuxième qui porte sur tous les défis économiques et sociétaux auxquels l'Europe est confrontée, et le troisième qui est dédié entièrement à l'innovation. L'Horizon Europe au total, c'est un petit peu moins de 100 milliards d'euros de budget. Vous pouvez avoir ici la répartition des budgets par pilier. Tous ces appels, ils sont ouverts au minimum, on va dire, aux 27 pays de l'Union européenne et à des pays associés, comme le Royaume-Uni, la Suisse, par exemple, et parfois encore à d'autres pays qui sont définis dans le cadre des appels. Donc parfois, c'est accessible à d'autres pays en plus. Quand on veut chercher un appel particulier, parce qu'il y en a littéralement des centaines, on peut aller sur le lien qui est sur la slide, qui donne accès au portail du participant et qui permet de fouiller par mots-clés ou par plein de façons différentes tous les appels de la Commission européenne, tous les appels d'Horizon Europe. Vous voyez que le pilier 2 englobe la majeure partie du financement. C'est uniquement des projets collaboratifs où il faut 3 partenaires minimum de 3 pays différents. Et aussi, c'est des appels qui sont ciblés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cahier des charges fourni par la Commission européenne qui vont vous dire d'atteindre, ou en tout cas d'aller vers des objectifs très définis. Donc, c'est pas des appels blancs pour le pilier 2. Le pilier 3, il y a vraiment une grande diversité d'appels, blancs, ciblés, monobénéficiaires ou collaboratifs. Le point commun, c'est l'innovation, c'est le fait de faire émerger des secteurs technologiques clés et de permettre le développement de l'excellence et du leadership européen sur ces secteurs économiques. On va pouvoir maintenant passer plus au focus sur le pilier 1 qui va être assez rapide. Mais donc le pilier 1, c'est celui de l'excellence scientifique. C'est quand même 26% du budget de Horizon Europe, donc c'est 25 milliards d'euros pour la période. Et donc sur ces 25 milliards, il y en a 16 milliards qui sont destinés à l'ERC. Et donc, je vais essayer du coup de poser plutôt le contexte après avoir posé le contexte, on va pas essayer de parler vraiment de l'ERC précisément, et donc de se poser la question centrale de tout l'exposé qui est qu'est-ce que c'est l'ERC? Donc d'abord un tout petit peu d'histoire, ensuite on aura quasiment fini sur la partie on va dire institutionnelle, mais c'est quand même important je pense pour comprendre l'esprit ERC de comprendre d'où il vient. Donc jusqu'en 2007, l'Union européenne ne finançait pas la recherche fondamentale et c'est vraiment grâce au lobbying de la communauté des chercheurs qui ont réussi à convaincre la Commission européenne qu'on devait créer un instrument pour financer la recherche fondamentale. Donc il faut se souvenir que le RC c'est quand même le fruit d'un lobbying réussi de la communauté de recherche. Aujourd'hui la communauté de recherche a réussi à rester vraiment au cœur de l'ERC grâce à son conseil scientifique qui est en ce moment présidé par Maria Leptine depuis fin 2021. Et donc ce sont les chercheurs qui définissent les priorités de l'ERC. Alors je le redis, ça va être dit aussi plein de fois, je ne parle pas de priorités scientifiques, l'ERC il est ouvert à tous les domaines, il est ouvert à tous les domaines de recherche et il n'y a pas de thématique favorisée. Mais donc, dans le sens que c'est les priorités, dans le sens par exemple du financement des jeunes chercheurs ou même de la liberté justement de scientifique donnée aux lauréats ou même des modalités d'évaluation par exemple. Ça, c'est vraiment des chercheurs qui définissent ces priorités-là. Le RC, il est donc géré, on va dire, par une agence exécutive qui a pour but de mettre en œuvre le RC et qui met en œuvre les décisions du conseil scientifique et qui s'assure aussi que les décisions du conseil scientifique sont possibles à articuler avec les règlements de la Commission européenne. Et le RCEA est basé à Bruxelles. Maintenant, on va parler aussi très rapidement du budget de l'ERC depuis sa création. Vous pouvez voir du coup qu'il est en augmentation continue et même si on n'a pas les chiffres exacts pour 2027, ça devrait être le cas jusqu'à la fin du programme Horizon Europe. Notre conseil qu'on veut transmettre avec cette slide, c'est de ne pas se restreindre à déposer, car fin 2027, c'est la fin du programme en cours. Et même si voilà, il y a des premières rumeurs ou quoi sur comment sera la suite, on connaît les règles jusqu'à fin 2027, on ne peut pas être sûr aujourd'hui de comment ça se passera à partir de 2028. Aussi parce que c'est une question qu'on revoit, les partenaires associés comme le Royaume-Uni, la Suisse, ils sont éligibles et ils contribuent au pot commun. Donc voilà, donc c'est bien. Il y a aussi ces pays-là à prendre en compte. C'est parce qu'on dit que c'est marqué pour 27 pays, en fait c'est un petit peu plus, mais ça c'était les informations au début du programme. Mais ce qui est sûr, c'est que le budget ne fait que qu'augmenter et qu'on est sûr des règles seulement jusqu'à fin 2027. Donc le RC, c'est des appels très divers.
mais il y a quand même des caractéristiques au cœur de l'esprit ERC qu'on a essayé de résumer ici. Donc déjà, l'ERC ne choisit pas, ne met pas en avant de priorités scientifiques. Toutes les thématiques, tous les domaines de recherche sont les bienvenus. C'est des appels blancs, on verra toutes les disciplines sans aucune contrainte thématique. Donc ça fera partie des conseils à la fin, mais donc il n'y a pas de... Nous, on va toujours déconseiller de réorienter son projet dans des objectifs de plus plaire, je vais mettre ça entre guillemets, mais voilà, de plus plaire à une certaine politique de l'ERC, c'est pas l'esprit. Le seul critère, c'est l'excellence scientifique, avec un focus sur l'évaluation du projet scientifique. Et le porteur est aussi évalué, mais le focus est réellement sur le projet. Cette évaluation, elle est effectuée que par des pairs, donc par d'autres scientifiques qui sont eux-mêmes reconnus dans leur domaine. Le projet, il est porté par une équipe, mais il y a quand même la notion qui est un peu particulière et qui, en tout cas au sein d'Horizon Europe, est plus autour pas de problème. Qui est autour d'Horizon Europe, qui est sur vraiment le fait que c'est porté par un PI. Donc, on va essayer de parler en français dans cette présentation, mais il y a des moments où il y a des choses trop dures à traduire. Donc, voilà, un Principal Investigator, donc un porteur du projet. Mais vraiment, ce porteur est central dans le RC et le projet va être évalué aussi au regard de à quel point cette personne est capable de constituer la colonne vertébrale du projet et de maîtriser, de mener le projet à bien pendant les 5 ans ou plus pour lequel il va être financé. Par contre, du coup, ce PI, il va bénéficier, du coup, le RC lui permet de bénéficier d'une autonomie financière pendant ces 5 ans, puisqu'on va le voir aussi après, mais le RC, plus ou moins tout ce qui constitue le projet de recherche, c'est finançable par le projet. Et cette centralisation autour du PI, elle est aussi illustrée par le fait qu'il y a une possibilité de mobilité une fois qu'on a le RC. On appelle ça la portabilité de la bourse, la portabilité du projet. Donc c'est-à-dire que c'est possible si le porteur change d'institution ou de pays en Europe au cours du projet, il emmène avec lui son projet ERC. C'est prévu de base dans le dispositif. Je vais passer ensuite un peu à la philosophie de l'appel. Donc là, on a essayé d'expliquer un peu les avantages et les caractéristiques généraux du dispositif ERC, mais pour le projet, il faut comprendre que du coup, c'est un projet de recherche qui est dit individuel, qui peut être un véritable tremplin pour la carrière du porteur. Parce que ça met très en avant et ça permet vraiment de développer ces axes de recherche. Ce qui est attendu, c'est un projet ambitieux qui vient lever un verrou scientifique. On dirait aux frontières de la connaissance, dans le sens où il faut vraiment prouver que l'état de l'art, qu'on va dépasser l'état de l'art et qu'on va aller s'attaquer à des questions qui aujourd'hui sont absolument pas répondues dans l'état de l'art de son domaine. Un projet ERC, il doit présenter un potentiel d'impact très important dans son domaine de recherche et même au-delà. Donc ça peut être bien vu de dire qu'en fait ça va aussi apporter des connaissances très importantes pour d'autres domaines de recherche que le sien, même s'ils sont relativement proches. Euh, et donc le projet, il doit vraiment démontrer tout ça avec une méthodologie qui est adaptée. Donc il y a quand même une partie qui explique on va dire le plan de travail du projet et où on va dire comment on compte attaquer cette problématique extrêmement importante. Comment on compte décortiquer la question qu'on a identifiée qui est centrale et comment on va réussir à apporter, pourquoi en 5 ans on va être capable d'apporter dans tous les cas des réponses qui seront très intéressantes pour la communauté de recherche. Donc j'ai dit, le RC doit présenter un fort potentiel d'impact et c'est aussi écrit sur la slide. Je précise s'il y en a qui ont déjà eu fait d'autres projets européens. Ici, on ne parle pas d'impact économique ou social ou sociétal précisément, c'est d'impact au sens large. C'est-à-dire que c'est totalement un impact validé par le RC et bien évalué d'avoir un énorme impact théorique uniquement scientifique et uniquement voilà, qui va apporter de la connaissance à votre communauté de recherche. Et donc ensuite, on va passer plus précisément aux différents types de bourses ERC et pour ça, je donne la parole à Anna. Merci Timothée. Donc là, c'est parti. Il y aura une présentation de différents types de financement. Merci. On peut passer. Donc l'ERC propose différents types de financement qui se déclinent en des bourses individuelles ou monobénéficiaires, ce que je vais commencer par présenter, et aussi chacune avec des spécificités spécifiques, différentes, et aussi une bourse multi-bénéficiaire que je vais vous présenter par la suite. Donc, de gauche à droite, je vous présente donc les Starting Grants. C'est une bourse monobénéficiaire qui s'adresse aux chercheurs et enseignants-chercheurs dont la soutenance de thèse a eu lieu entre 2 et 7 ans
avant le 1er janvier de la date de l'appel à projet, du programme de travail en cours. Et ça, c'était jusqu'à 2026, jusqu'au programme de travail qui court actuellement. À partir de 2027, ça sera pour les starting grants entre 0 et 10 ans après la soutenance de thèse. Mais ce sont des spécificités qui vont venir, on ne va pas rentrer en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats des appels starting doivent faire preuve d'indépendance. Et ça, c'est très important. Et comment cela se traduit? Par exemple, c'est par la publication en tant qu'auteur principal sans son directeur de thèse ou par la démonstration d'un progrès scientifique majeur à partir du travail effectué pendant son doctorat ou son postdoc, ou bien par exemple, l'obtention d'un financement compétitif en tant que chef de groupe. Il faut également démontrer une volonté de créer un collectif ou un axe de recherche. Quant au montant de cette bourse, de Starting Grant, s'élève jusqu'à 1,5 million. Je vais passer au Consolidator, qui s'adresse à des jeunes, toujours jeunes scientifiques, des chercheurs ou enseignants-chercheurs qui ont soutenu leur thèse entre 7 et 12 ans jusqu'au programme de travail d'aujourd'hui, mais qui va évoluer pour l'année prochaine entre 5 et 10 ans. Donc, les candidats d'appel Consolidator doivent démontrer un certain leadership dans leur domaine scientifique. Il faut aussi démontrer la volonté donc de consolider un collectif ou un axe de recherche en comparatif par rapport au Starting Grant que je viens de vous présenter. Quant au financement pour les consolidateurs, c'est un peu plus conséquent. Cela monte jusqu'à 2 millions. Il y a certains éléments communs entre les Starting Grants et les Consolidator Grants concernant les restrictions d'éligibilité. Donc, la date de référence pour les calculs, c'est la date de soutenance de thèse réussie. Je vais passer le reste des détails. Et cette fenêtre d'éligibilité peut être élargie, étendue sous les mêmes conditions décrites dans le programme de travail, par exemple pour des congés maternité, congé parental, des arrêts maladie, de porteur ou d'un proche, des catastrophes naturelles, récemment ajoutées même des violences sexistes et sexuelles. Aussi, un autre point commun, c'est que ces deux bourses se justifient en coût réel. Je vais passer maintenant aux Advanced Grants, qui est le troisième instrument de l'ERC, qui s'adresse à des chercheurs confirmés. Donc, les candidats advanced doivent démontrer un leadership dans son domaine et mettre en avant des éléments concrets prouvant son expertise. Pour cette catégorie, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 2,5 millions. À savoir, cette bourse a été transformée récemment en termes de justification des dépenses en coût forfaitaire, à contrario aux bourses starting et consolidator. Il y a quand même des éléments communs entre les starting, consolidator et advanced. Tout d'abord, la durée. Ils ont une durée de 5 ans, les trois instruments. Il y aura aussi une possibilité d'avoir un financement additionnel de 1 million qui peut être demandé pour des raisons bien précises et même récemment pour des personnes, des porteurs qui viennent d'un pays tiers. Eh bien, cet financement complémentaire peut aller jusqu'à 2 millions. Et je pense que j'ai fini pour les Starting, Consolidator et Advanced. Quant aux ERC+, c'est un nouveau dispositif de l'ERC. Il sera expliqué en détail lors d'une session dédiée. Mais rapidement, c'est important que vous soyez au courant, il est destiné à des chercheurs de tout stade de carrière, de toute nationalité, qui souhaitent venir s'installer dans un laboratoire en Europe, s'ils ne sont pas en Europe, ou dans un pays associé, mais qui ont un profil exceptionnel. Donc, ça veut dire qu'ils sont reconnus comme des leaders dans leur domaine scientifique ou qui ont accompli un exploit hors norme. Donc, l'ERC+, c'est un projet qui ne peut pas être soutenu par un ERC dit classique,
Donc, c'est la crème de la crème. L'ERC l'appelle la crème de la crème, l'excellence de l'excellence. La durée et les budgets sont conséquents, de 4 à 7 ans et d'un financement de 7 millions. À mettre en place également, comme pour les advanced, sous format somme forfaitaire. Merci Hélène. On peut passer par la suite pour les Synergy Grants. Donc, on passe à la bourse multibénéficiaire. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un groupe de 2 à 4 chercheurs ou enseignants-chercheurs, quel que soit le stade de leur carrière, avec un porteur référent. On appelle corresponding PI ou co-PI. Ce n'est pas le coordinator. Le corresponding PI, c'est, si vous voulez, l'interlocuteur privilégié. Il fait l'interface entre les groupes de porteurs et l'agence exécutive pour la gestion du projet. Par exemple, s'il y a besoin d'un changement dans les projets ou pour mettre en place des rapports techniques pour faire la justification financière. Donc, un des PI, mais pas les co-PI, peut être hébergé dans un pays tiers de l'espace européen de la recherche. Ça, c'est la spécificité des synergies. Et pas que. Donc, on attend donc un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est le cas pour toute l'école ERC, mais qui ne pourrait pas être mené par un chercheur seul. Donc, chacun des porteurs doit démontrer qu'il répond aux critères d'excellence, d'indépendance et de leadership dans leur domaine scientifique spécifique. Donc, pour l'appel Synergie, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 10 millions pour 6 ans, qui peut être proratisé si le projet dure moins longtemps. Et quant au financement complémentaire, il peut aller jusqu'à 4 millions. Pour ceux qui relèvent du financement complémentaire, il faut quand même bien justifier lors du montage pourquoi on demande du financement complémentaire. Et je vais finir par... Ah oui, pardon. Il y a quand même aussi un élément qui est important d'expliciter pour les bourses qu'on vient d'expliquer, les Starting, Consolidator, Advanced, ERC Plus et Synergie, que les candidats d'ERC doivent consacrer un minimum de leur temps du travail au projet ERC. Donc, pour les Starting, ce minimum, c'est 50%, pour les Consolidators, 40%, et pour les Advanced, plus et synergie, c'est un minimum de 30%. Par ailleurs, pour les porteurs rattachés à une institution située en Europe ou dans un pays associé, ils doivent s'engager aussi à passer au moins 50% de leur temps en Europe ou dans un pays associé. Donc, ceci ne s'applique pas aux porteurs qui hébergés dans un pays tiers pour les cas de synergie. Et là, je vais passer au Proof of Concept. C'est un appel très spécifique dont les critères d'éligibilité, en fait, il faut être déjà porteur d'un projet ERC pour pouvoir candidater à l'ERC POC. Donc, c'est pour un porteur qui veut aller au-delà vers le monde socio-économique s'il veut faire une preuve de concept de ses résultats de recherche. Donc, la bourse, dans ces cas-là, est forfaitaire de 150K pour 18 mois. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de différents instruments de l'ERC. S'il y a des questions, n'hésitez pas à aller à Slido. Là, rapidement, je voulais un peu vous faire voyager pour illustrer la diversité des thématiques financées. Il y a quelques exemples de projets ERC qui sont hébergés en France, issus donc de différents appels, soit Starting, soit Consolidator, soit Advanced. Donc, Timothée a évoqué tout à l'heure que les appels sont bottom-up, ce sont des appels blancs. Tout de même, ces projets peuvent rentrer dans 3 grands champs disciplinaires que la collègue Isabelle va tout à l'heure vous expliciter. Donc, si vous voyez 6 images. Les 2 premières à votre gauche relèvent du domaine Physical Sciences and Engineering. Du domaine du milieu, c'est Life Sciences, et du domaine des images à droite, c'est Social Sciences and Humanities. Donc, concernant les 2 images de votre gauche, si on peut faire un petit résumé, c'est de l'univers au robot
comment on peut explorer l'invisible et démocratiser l'innovation. Et là, je vais m'expliquer en quelques lignes, parce que là, je vais vous citer. Hein. Donc, imaginez-vous, par une nuit d'été, en observant le ciel étoilé, nous sommes fascinés par l'immensité de l'univers et ses mystères. Pourtant, ce que nous voyons, que ce soit des étoiles, des planètes, des astéroïdes, ne représente qu'une petite partie de la réalité. Donc, la question que l'on se pose ici dans cette RC, est-ce que l'univers se limite à ce que nos yeux perçoivent? De l'autre côté, je vous présente tout en bas, à gauche toujours, Poppy. C'est un premier robot humanoïde open source dont le corps est imprimé en 3D et son comportement est programmable. Donc, il y a des applications à l'éducation, à l'art. Donc, la question que l'on se pose, c'est comment on repousse les limites de ce qu'on peut créer et partager. Et ces deux exemples illustrent la même quête, comment on comprend l'invisible et rendre la science accessible à tous. Quant aux deux images du milieu sur les life sciences, on voit tout à haut les aliments ultra transformés qui envahissent nos assiettes parce qu'ils améliorent le goût et l'aspect des aliments. Et en bas, on voit la problématique des maladies cardiovasculaires, autrefois associées aux hommes, alors que désormais touchent autant les femmes. Pourtant, les mécanismes restent mal compris. Donc là, on parle de deux projets RC différents, mais qui explorent des enjeux qui, donc, d'une part, c'est l'impact des additifs alimentaires sur la santé, et d'autre part, sur les spécificités génétiques des maladies cardiovasculaires féminines. Et je finis avec le domaine des sciences humaines et sociales à votre droite, où, attendez, je vais citer, donc imaginez un monde où les couleurs éclatantes des tissus victoriens et des cités khmères englouties par la jungle révèlent, chacune à leur manière, comment l'innovation transforme notre compréhension de l'histoire. Donc, à l'ère victorienne, donc on est autour du 19e siècle, là, je parle du projet qui est à votre droite en haut. Les colorants synthétiques révolutionnent l'art et la mode, tandis qu'aujourd'hui, donc c'est l'image en bas, un radar laser exhume des trésors archéologiques enfouis depuis des siècles. Donc, ces deux projets illustrent comment la technologie, quelle que soit chimique ou numérique, permet de redécouvrir le passé. Merci. Donc, il y a aussi plein d'autres exemples dans les sites qui est mentionné ci-après, en bas, mais on peut passer maintenant, on peut revenir au programme de travail. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les informations officielles relatives aux bourses RC sont publiées chaque année par les conseils scientifiques dans les programmes de travail qui sont généralement disponibles en début d'été. Donc, ces documents détaillent l'ensemble des règles applicables ainsi que les calendriers des projets à venir. On peut montrer déjà les calendriers. Faites attention parce que tu peux passer, Hélène, merci. Il faut faire attention aux appels. À la prochaine encore. Oui, merci. Il faut vraiment faire attention à identifier l'appel parce que la date, parce que le programme de travail prend en compte les années plutôt universitaires et non pas les années civiles. Par exemple, actuellement, la bourse, l'appel qui court, c'est le Proof of Concept, c'est tout à votre droite, qui se clôt le 17 mars. Et il y a deux bourses qui restent pour le programme de travail 2026, les Advanced et les ERC Plus, qui s'ouvrent fin mai, début juin, et se clôt vers fin août et début septembre, à quelques jours près donc. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense que j'ai fini de mon côté. Merci beaucoup. Merci Anna. Maintenant, on va passer un peu plus en détail sur le dossier ERC, en quoi ça consiste comme candidature. Donc, le dossier ERC, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dossier qui est déposé en intégralité en même temps. Donc, les dates de deadline là, qui vous ont été présentées dans la slide d'avant avec les calendriers, à ce moment-là, vous déposez l'ensemble de votre dossier.
Donc le dossier il est constitué d'une partie administrative qu'on appelle la part A et de deux parties scientifiques, les parties B1 et B2. Alors, pour entrer un peu plus en détail sur la partie administrative, la part A, en fait, celle-ci, elle se fait entièrement en ligne, donc sur le portail, sur le Funding and Tenders. Et en fait, on profite de cette slide pour vous rappeler l'importance de contacter vos cellules d'accompagnement. C'est en partie pour cette partie-là du dossier sur lequel les cellules d'accompagnement sont à même de vous accompagner pour compléter cette partie. Et aussi également pour vous accompagner à fournir les annexes obligatoires, à avoir la lettre aussi de support de la Host Institution. Donc ça fait partie des informations administratives. La lettre de support de la Host Institution est à déposer aussi sur le portail. Il y a aussi d'autres annexes qui sont à destination des évaluateurs, qui sont à destination plutôt de la commission et pas des évaluateurs. Donc en fait, on parle surtout des justificatifs qui sont liés à l'éligibilité. Tout ça, en fait, c'est vu en phase d'éligibilité. Les évaluateurs n'ont pas accès à ces documents-là. Donc ça, c'est important de savoir. C'est juste que ces documents que vous allez déposer qui vont permettre les calculs d'éligibilité, en particulier pour les premières catégories Starting Consolidator. Ces documents-là ne sont pas vus par les évaluateurs. Donc du coup, ce qui est important de préciser, c'est que sur les annexes, vous allez aller voir sur le guide du candidat, ce qui est une ressource très intéressante, c'est qu'il y a plusieurs types d'annexes que vous pouvez mettre, mais il faut vraiment vous cantonner aux annexes qui sont demandées. Donc ça ne sert à rien d'inclure des lettres de recommandation ou d'autres annexes. Elles ne seront pas transmises aux évaluateurs. Ce qui est important, si vous avez besoin d'une lettre de recommandation, en fait, il va falloir plutôt profiter du CV et track record qu'on va vous présenter un peu plus tard pour pouvoir intégrer ces choses-là, mais il ne faut pas les intégrer avec des documents annexes. Pour entrer un peu plus en détail sur le budget et à l'ERC, alors on ne va pas donner beaucoup de détails aujourd'hui, mais c'est simplement vous dire qu'à l'ERC, on peut tout financer ou à peu près tout financer. Le budget dans Horizon Europe et à l'ERC, il est assez flexible. Le principal étant que le projet se déroule en fait comme prévu. Donc en fait, il va avoir des échanges avec votre project officer et l'objectif, c'est vraiment que la science puisse se réaliser après dans le respect des règles, mais c'est les règles d'Horizon Europe. Donc vraiment, l'objectif, c'est que le projet puisse se réaliser. Ce qui est important de distinguer dans les grandes lignes, c'est les coûts directs. Donc, tous les coûts qui sont directement réalisés, directement liés à la réalisation des activités scientifiques, telles que vous allez le décrire dans la proposition, et les coûts indirects. Les coûts indirects, en fait, c'est défini par un taux et qui sont liés à des dépenses environnées, en fait, qui vont être engendrées par la réalisation du projet. Donc, en fait, ça, si vous avez l'habitude dans différents mécanismes de financement, mais du coup, une précision, quand on dit que les budgets vont à 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions, c'est coûts indirects compris. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit dans la demande que vous faites. C'est avec les coûts indirects compris. Ce qui est important dans les coûts éligibles, de manière générale, c'est que les coûts doivent être réellement encourus. Ils doivent être identifiables, vérifiables. Et quand on dit vérifiable, ce qui est aussi très important, c'est qu'en fait, ils s'inscrivent dans les pratiques habituelles de votre institution. Donc, c'est pour ça que dans la partie A, pour la constitution du budget, il faut absolument le faire avec vos institutions. Parce qu'en fait, il y a les règles et les pratiques courantes de vos établissements qui rentrent en compte. Donc ça, c'est très important. Les dépenses, elles doivent être encourues pendant la durée du projet. Elles doivent être en lien direct avec le projet. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est des dépenses qui sont estimatives en phase de montage.
Au-delà du cadre, je vous ai présenté le cadre spécifique de vos établissements, mais il y a aussi le cadre législatif national. Et ça, à nouveau, vos établissements s'inscrivent dans le cadre législatif. Donc, vous voyez, il y a plusieurs strates à respecter. Il y a la strate européenne, la strate nationale, et puis il y a la strate établissement. Et tout ça, il peut avoir plein de petites variantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer d'être en contact avec les services support pour vous aider là-dessus. Les dépenses, elles doivent être raisonnables et justifiées. Après, pour tout ce qui est réflexion sur les bonnes catégories de coûts, la manière de calculer certains coûts, notamment les coûts de personnel, les coûts d'équipement, etc., tout ça, c'est des choses qui ne diffèrent pas du programme cadre Horizon Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité à l'ERC. Il y a des calculs, des choses à faire qui sont liées à l'ERC, puisque c'est lié au temps d'implication, etc. Mais autrement, les dépenses sont les mêmes. On dépense de la même manière que dans tout le programme cadre Horizon Europe, puisque parfois on a pas mal de questions sur la spécificité. Il n'y a pas de spécificité de dépenses à l'ERC. Donc ça, c'est pour le budget. Mais après, au fur et à mesure des appels, on pourra rentrer dans le détail. Mais ce qui est important, c'est que c'est un budget comme n'importe quel autre projet Horizon Europe. Maintenant, sur les parties scientifiques, les parties B1 et B2, ce qui est important de savoir, c'est que chaque document a son rôle bien spécifique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque après, on va vous présenter un petit peu du point de vue de l'évaluation. Ce qui est important de prendre en compte avant même de rédiger l'un ou l'autre des documents, c'est qu'en fait, il va falloir avoir un temps de réflexion et que le projet soit mûr, parce que vous allez voir que c'est des documents assez courts à rédiger. Et donc, du coup, il faut aussi que la question centrale, la stratégie proposée, elle soit bien claire dans votre esprit pour après pouvoir passer à de la rédaction. Donc ça, c'est vraiment des conseils avant de se lancer dans la rédaction B1 et B2, parce que sur le papier, ça a l'air plutôt faisable en termes de longueur de documents à présenter, puisque c'est bien plus court de ce que vous avez l'habitude. Mais pour autant, il y a des choses qui nécessitent une clarté et un temps de réflexion du projet avant de rentrer dans la rédaction. Ce qui est important aussi, c'est que le RC, on vous l'a présenté, maintenant ça fait depuis plusieurs années, il y a différents programmes cadres qui sont passés. Donc parfois, on a des templates qui circulent et qui ne sont pas forcément les bons. On vous a aussi présenté le travail qui se fait par programme de travail, donc il y a souvent des nouveautés. Donc sur les templates, il faut vraiment utiliser les templates qui sont dédiés à votre appel, parce qu'il y a souvent des petites nouveautés à prendre en compte sur le format, sur les consignes, etc. Donc prenez les derniers, ou si vous travaillez très en amont, ayez à l'esprit que vous travaillez avec un template qui n'est pas encore à jour, et dès que possible, travaillez avec le template pour votre call dédié. Ça, c'est important parce que ça vous fait aussi gagner du temps. Maintenant, sur la partie B1, tout à l'heure, je vous présentais le dossier dans son entièreté. Tout ce dossier-là est déposé au début, au moment de la deadline. Et la partie B1, elle fait partie de l'étape 1 de l'évaluation. Et donc, ce qui est important de comprendre à l'étape 1 d'évaluation, c'est qu'elle va être évaluée par un panel assez large. Et donc, qui veut dire panel large? Ça veut dire potentiellement un panel de non-spécialistes, et vous n'allez pas forcément trouver des spécialistes de votre thématique. Donc, cette B1, c'est ce qu'on appelle une extended synopsis. C'est un projet de 5 pages. Et l'idée, c'est d'aller convaincre un panel généraliste que vous avez un projet original qui est créatif et qui adresse une problématique importante dans votre domaine de recherche. Il faut vraiment montrer la contribution de votre projet au domaine de recherche et montrer comment ça va pouvoir changer la compréhension actuelle ou des problématiques, ou ça va être une méthode originale pour approcher une question. Donc ça, c'est la partie rédigée du projet scientifique. Et en plus de ça, la B1, elle comprend votre CV track record. Donc c'est un CV qui ne peut pas excéder 4 pages. Et en fait, depuis le programme de travail 2024, ce CV, il se veut narratif. Donc en fait, il s'agit d'abord en fait d'un déroulé de carrière avec des intitulés un peu classiques, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le fait de lister 10 réalisations majeures
qui sont en lien avec le projet. Et en fait, ces réalisations, elles permettent de voir et de justifier que vous êtes la bonne personne pour ce projet. Et à travers le profil, on doit comprendre comment vous êtes amené à proposer ce projet. Quand on parle de réalisation scientifique, c'est pas seulement des publications. Bien évidemment, il y a des publications, mais pas seulement. Donc, l'idée, c'est que ça a été élargi pour vous permettre de présenter des résultats de recherche qui sont spécifiques à votre parcours et qui n'est pas simplement des publications. L'intérêt du CV narratif, c'est que toutes ces réalisations majeures, vous allez pouvoir les commenter. Et surtout, il va falloir les commenter. C'est pas seulement que vous allez pouvoir, il va falloir les commenter pour pouvoir qu'on comprenne pourquoi vous présentez ces réalisations plutôt qu'un autre, et surtout au regard de votre parcours et du projet que vous allez présenter. Donc ça, c'est pour la B1. La B2, on est sur un document qui est un petit peu plus long, mais pas beaucoup plus maintenant. La plupart du temps, il fait soit 7 pages pour les bourses monobénéficiaires et 10 pages. Ce qui est important et qui a été apporté par les nouveautés, c'est que c'est un document avec des attendus différents de la B1. Donc ce qui est important, et ça a vraiment été mentionné et appuyé dans les différents guides du candidat, c'est qu'il n'y ait pas de répétition, pardon, entre la B1 et la B2. La B2, elle intervient cette fois à la deuxième étape d'évaluation. Donc en fait, la deuxième étape d'évaluation, on va vous présenter un peu plus tard, mais il faut savoir que ce document plus long qui adresse vraiment comment vous allez mettre en place votre méthodologie, quelle stratégie vous allez faire pour répondre à votre question de recherche, ce document-là, il est lu aussi conjointement avec votre document B1 par les membres de panel, mais il est aussi également lu par des experts spécialistes, et ces experts, ils vont aussi présenter un rapport. Et ils vont présenter un rapport et ils vont poser des questions, parce que la B2, c'est aussi le moment où vous êtes invité à passer une audition. Donc c'est sur la base de l'audition, en fait, ça sera sur la base de votre B2, de votre B1. Puis ce qui est important de savoir, c'est que vraiment la B2 fait partie intégrante de l'étape 2. C'est pas simplement quand on vient à l'audition, c'est pas simplement parce que la B2 a été validée. C'est vraiment deux choses qui se font de manière conjointe et il n'y a pas de distinction. Quand on arrive à l'audition, la B2 n'est pas forcément validée. C'est vraiment un travail qui se fait ensemble. L'étape 2, c'est vraiment l'ensemble du dossier qui est évalué. Et en plus, avec votre audition. Mais ce qui est important du coup dans votre BD en termes de rédaction, c'est que ça va être vraiment le détail du plan de travail. Dans la B2, je ne vais pas empiéter, mais on va pouvoir évaluer la faisabilité du projet. Donc voilà pour le dossier ERC. Et je vais laisser la parole à ma collègue Isabelle pour l'évaluation. Merci Elodie. Donc nous allons maintenant voir le processus de soumission et d'évaluation. Donc l'ensemble merci. L'ensemble du dossier, le part A et le part B, est soumis en une seule fois avant la deadline, donc, mais l'évaluation a lieu en plusieurs étapes. Donc, après une première phase de vérification et de l'éligibilité et admissibilité par les membres de l'ERCEA, donc le projet est transmis au panel pour évaluation scientifique. Donc, en première étape d'évaluation, seule la partie B1 est évaluée par les membres du panel. À l'issue de l'étape 1, les projets sont classés en A, B et C. Donc, un maximum de 44 projets sont retenus par panel à l'issue de la première étape. Donc, il est donc nécessaire d'avoir la note de A invited, comme on dit, afin de passer à la deuxième étape. Lors de cette deuxième étape, donc, sont évaluées la partie B1 et B2 par les membres du panel, mais aussi par des évaluateurs externes qui sont 5 à 8 experts du domaine et qui vont rendre leur rapport et pouvoir faire en fait remonter leurs questions. Donc ces questions seront par la suite posées par le panel chair lors de l'audition.
Chacune des 28 panels donc, comprend environ 16 à 18 membres issus d'un large domaine disciplinaire. Beaucoup, si ce n'est tous, sont éloignés de votre thématique et chaque panel est animé par un panel chair et chaque panel est reconduit tous les 2 ans avec une alternance entre 2 panels avec un renouvellement d'environ un tiers des membres à chaque fois. La composition des panels est publique, donc une fois les résultats publiés. Et un petit mot sur le ERC+, qui fonctionne légèrement différemment. À la première étape sont les propositions qui sont évaluées par les panels de l'ERC Advanced et les meilleures propositions passent à la seconde étape. Il n'y a pas de notation A, B et C, donc les seules appréciations sont retenues ou non retenues. À la seconde étape, les propositions sont évaluées par des panels spécialement constitués par l'ERC+, avec l'aide des évaluateurs extérieurs. Pour les bourses individuelles, donc le Starting, le Consolidator, l'Advance et l'ERC+, donc ce sont des auditions qui ont lieu en distanciel, alors que pour les synergies, ces auditions ont lieu en présentiel et constituent une troisième étape d'évaluation. À l'issue de l'étape 2, donc les projets sont classés A financés, A sous réserve de budget suffisant et A non financé ou B. Donc on va maintenant voir les panels. Merci Hélène. Alors, comme Anna l'a évoqué tout à l'heure, donc les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Donc ces 3 champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories, appelées panels, comme vous pouvez le voir ici, qui sont actuellement au nombre de 28, donc depuis le Work Programme 2024. Donc quand vous allez déposer votre projet, donc vous allez indiquer à quel panel principal vous allez rattacher votre projet, et c'est ce panel qui évaluera le projet. Donc, un petit point d'attention à réfléchir au panel dans lequel vous pouvez vous inscrire, sachant que le domaine est assez large, et donc il faut faire attention au plus pertinent pour votre projet en fonction de l'objet de recherche central. La liste des panels sont publics après la clôture des appels, comme on l'a dit, et cela vous permet d'avoir une idée des domaines d'expertise des personnes. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer les mots-clés du panel ou d'autres panels. Cela peut permettre d'orienter la sollicitation des évaluateurs externes par le panel principal. Nous allons maintenant voir les limitations des soumissions. Donc, il y a bien des restrictions de soumission à connaître d'une durée de 1 à 2 ans. Donc, c'est en fonction des notes obtenues en étape 1. Donc, si votre projet s'est arrêté à l'étape 1 de l'évaluation, donc s'il n'a pas été retenu pour passer la deuxième étape, donc vous allez recevoir à la fin du processus un ESR, c'est l'Evaluation Summary Report, donc qui sera noté B ou C. Donc, pour les Starting, le Consolidator et l'Advanced, si le projet est noté B, vous devez attendre une année de plus pour pouvoir resoumettre votre projet. Et si vous êtes noté C, vous devez attendre 2 années de plus pour pouvoir resoumettre. Donc, il faut donc y aller lorsque votre projet est prêt et lorsque le projet est mûri, afin d'éviter en fait de ne pas pouvoir resoumettre l'année qui suit. Merci. Alors, un petit mot sur les critères d'évaluation. Vous avez la possibilité de voir plusieurs questions qui permettent de savoir ce qui est attendu par les évaluateurs dans un projet ERC. Donc, ces questions sont parfaitement connues à l'avance, donc vous pouvez les retrouver dans le guide des évaluateurs. Donc, vous avez des questions précises à propos du projet auxquelles doivent répondre les évaluateurs. Donc, il s'agit de la rupture et de l'impact potentiel du projet. L'enjeu ici est de convaincre du caractère scientifique ambitieux du projet, donc qui va au-delà de l'état de l'art. D'autres questions visent aussi les aspects plus techniques, donc il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Donc, tout doit être écrit dans le projet avec précision, donc de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Alors, on va maintenant voir
les questions précises à propos du PI auxquelles doivent répondre les évaluateurs. Donc, il s'agit ici des critères qui sont liés au candidat, à savoir sa capacité à mener un tel projet, l'adéquation entre son expertise scientifique et la proposition, ainsi que les premiers éléments montrant la capacité du candidat à développer une pensée créative et innovante. Voilà pour la partie évaluation. Nous allons maintenant passer au Slido. Et sans transition, la première question qu'on va vous passer, qu'on va vous poser est je ne sais pas si vous voyez la page Slido pour les questions. Ça arrive. Merci. Ah, super. Il faut passer au volet sondage et quitter les Q&R. Oui, Effectivement. c'est juste à côté. Alors, est-ce que tout le monde... Alors, je vois que tout le monde se reconnecte sur Slido. Donc, effectivement, une série de questions. Ok, ben, alors, Vas-y. si vous voyez la question, donc, quel statut doit avoir un candidat ERC? On a souvent cette question proposée. Alors, Donc, voilà, soit c'est titulaire au chômage, en CDD, en CDI, dans le secteur privé. j'affiche les résultats. Titulaire. Alors, donc on a plusieurs réponses déjà. Là, je pense qu'on peut comme... Alors, Ah, il y a la majorité qui disent titulaire, mais alors, je clôt le vote. ok. Et Alors, comme ça, vas-y, alors, Isabelle. les principal investigators, en fait, ils peuvent être de toute nationalité et sans restriction de statut. Donc, la candidate peut être en CDD, CDI, en CPJ, titulaire ou non titulaire, chargé de recherche, enseignant-chercheur. Donc, il n'y a pas de restriction de statut. Voilà. On passe à la deuxième question. Enfin, Élodie, je te passe la main. Alors, la question est, qu'est-ce qui est... En fait, Élodie, tu as ton micro Qui est coupé. coupé peut-être. La question est, qu'est-ce qui est nécessaire pour déposer un projet ERC? Merci. Merci. Donc, avoir des enfants, être titulaire d'un doctorat, avoir obtenu mon HDR. J'affiche les résultats. Et je crois que, Élodie, tu peux commenter. Alors du coup, être titulaire d'un doctorat, évidemment, parce que c'est ce qui va déterminer votre catégorie ERC. Après, il y a des petites subtilités pour les personnels qui ont des personnels du clinical training, mais dans les faits, oui. Ce qui était surtout important pour nous, c'était l'HDR. L'HDR, c'est absolument pas nécessaire pour déposer un ERC. Voilà, c'est une spécificité française sur laquelle on a parfois un peu d'écueil. On pense que c'est nécessaire d'avoir un HDR, une HDR pour déposer un ERC. Ce n'est pas le cas. Et puis, je pense que j'ai pas besoin de commenter la dernière. On passe à la question suivante. Alors, question suivante, c'était Timothée. Oui, donc on parle là d'une question donc on a une idée d'un sujet bien précis, mais qui n'est pas tendance, on a mis ou lié aux sciences dures. Est-ce qu'on peut quand même candidater à un ERC? Donc ça, je pense qu'on a pas mal insisté, mais c'est bien d'être sûr, surtout s'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Donc c'est effectivement bien oui, la réponse, c'est-à-dire que l'ERC finance des projets dans tous les domaines de la connaissance. Isabelle a présenté les critères d'évaluation où on voit qu'il n'y a aucun critère qui porte sur la pertinence de la thématique ou la pertinence du domaine, ou est-ce que c'est un sujet qui, on pourrait dire, je sais pas, plaît à la Commission européenne. Ça, c'est pas des critères. Les critères, ils portent bien sur l'ambition, la portée, le potentiel du projet d'avoir des résultats intéressants et sur la capacité du porteur du projet, du PI, à faire ce projet-là. Mais il n'y a pas de critères de thématique du projet.
Le RC va pas sortir d'appels qui disent que voilà, ils veulent un projet qui répond à telle problématique. C'est seulement des sections scientifiques. Et d'ailleurs, je précise là que les panels scientifiques qu'on a déterminés avant ont toute une liste de keywords rattachés à eux, de mots-clés rattachés à eux, qui permettent d'identifier dans lequel vous allez déposer. Et ces mots-clés-là aussi ne sont pas prescriptifs, ne veulent pas dire que vous devez rentrer dans les mots-clés. Voilà. Donc voilà, même si vous avez une idée que vous considérez comme pas tendance et pas en sciences dures, vous pouvez quand même candidater à l'ERC. Merci Timothée. La question suivante qui sera posée par Anna. Je n'ai pas une trop longue liste de publications. Je laisse tomber. L'ERC n'est pas pour moi. Ou je peux tenter ce qui compte, ce sont les Research Achievements de leur ensemble. À vous. Pardon. Je n'avais pas déverrouillé le vote. Vous pouvez voter maintenant. Alors, on voit déjà des tendances. Il y a quand même un 8% qui dit « je laisse tomber ». Donc là, c'est vraiment la définition de l'autocensure, ce qui est tout à fait aussi normal. Mais non, peut-être avant, ça comptait même les H-index, les publications dans des revues prestigieuses. Normalement, depuis 2024, on a mis en place les CV de manière un peu narrative, comme Elodie l'a explicité. Eh bien, ce qui compte, c'est vraiment le profil il y a un fil rouge et des activités de recherche qui ne sont pas tous forcément liées à des publications de prestige ou une longue liste de publications. Et par ailleurs, il y a plein de questions que l'on voit sur Slido qui se posent la question par rapport à s'il faut vraiment un profil linéaire. Non, justement, l'ERC désormais demande justement aussi des profils atypiques, mais en avant des profils atypiques. Mais on va revenir peut-être dans la session questions-réponses. Merci, c'est bon pour moi. J'espère que j'ai été claire. Merci Anna, très clair. Question suivante qui sera posée par Isabelle. Donc, je souhaite impliquer des collègues dans mon projet ERC. Donc, je laisse tomber un projet ERC se réalise seul. Je peux inclure des collègues dans mon équipe ERC. Donc, nous avons une majorité de 97% qui est la bonne réponse. Je ne sais pas si tu clôtures le… Voilà. Donc, la réponse est oui. Donc, vous pouvez impliquer des collègues dans votre projet du moment où les collègues participent à mener à bien en fait, le projet du PI. Donc, comme Timothée l'a évoqué, le PI est la colonne vertébrale de son projet. Donc, il est libre de constituer autour de lui son équipe de recherche. Il peut donc impliquer des collègues dans son projet ERC. Merci Isabelle. Et la dernière question qui sera posée par Elodie. Alors, mon idée est à l'interface du domaine LS et SH. Je choisis le panel avec le taux de succès le plus élevé de l'année précédente. Je contacte le PCN-ERC. Je choisis le panel avec le taux de succès le plus élevé. Pardon. Je contacte la cellule Europe de mon employeur. Ça a changé en fonction des, ouais, en fonction et mon des cerveau votes. a pas changé aussi vite. Là, il y a deux réponses qui se dégagent et qui sont les deux bonnes réponses. Donc, ce qui est important, du coup, le premier, moi, j'aurais d'abord inversé. Donc, de contacter d'abord votre cellule Europe de votre employeur. Et vous pouvez avoir les supports du PCN en complément. Les supports du PCN, ça peut être aller sur tout ce qu'on produit sur le site. Mais d'abord, c'est votre cellule d'accompagnement qui va pouvoir vous aider. Et surtout, il faut retirer à votre esprit qu'il faut choisir en fonction des taux de succès, parce qu'en fait, les taux de succès, ça dépend des échantillons, ça dépend des années, et c'est pas, les taux de succès ne sont pas figés par panel. Ça dépend vraiment de ce qui va être déposé. Et l'objectif aussi de l'ERC, c'est d'avoir aussi une forme de lissage entre les différents panels et du coup d'éviter ces effets où il y a des taux de succès plus élevés dans certains panels. Donc, ce n'est pas du tout une bonne stratégie.
Et on va justement l'évoquer tout de suite après. Donc, c'est une excellente transition. Merci beaucoup à toutes et tous pour d'avoir participé à ce petit questionnaire. Je vais revenir maintenant sur le webinaire et aller directement à la dernière partie. Est-ce que vous le voyez? Non. Non. Comment se passe-t-il? Là, normalement, ça devrait être bon. Oui. Oui, parfait. Merci, Elodie. Donc, une dernière, dernière partie de ce webinaire pour vous présenter quelques chiffres et quelques conseils. Alors, justement, ça fait vraiment très bien la transition avec ce que Elodie vient de vous dire. Avec ce graphe, donc, vous voyez les taux de succès par panel. Pour tous les appels Advanced Starting and Consolidator Grant depuis le début du programme cadre Horizon Europe. Et ce qu'on peut voir, c'est que en fait, les taux de succès sont à peu près équivalents d'un panel à l'autre. Alors, sauf pour le SH8 à la fin, mais c'est parce que c'est un panel aussi récent, donc les taux de succès sont biaisés un peu. Par contre. Donc, pourquoi en fait les taux de succès, sont équivalents en fait par panel, puisque c'est une volonté en fait de l'ERC. Les budgets des panels sont attribués au prorata des budgets demandés dans les propositions déposées. Donc vraiment spécifiquement pour qu'il n'y ait pas de trop gros déséquilibre entre les panels sur les taux de succès. Donc effectivement, comme Elodie l'a dit, il ne faut pas choisir son panel en fonction d'un calcul de meilleur taux de succès supposé dans un panel, mais vraiment en fonction de votre problématique scientifique centrale. Et donc là, voilà, il faut vraiment se dire qui sont les membres de panel qui vont être les plus à même de pouvoir juger de l'innovation de votre projet, de ce que vous souhaitez proposer à l'ERC. Donc des fois, ça peut être le panel disciplinaire, un panel qui est lié à votre discipline d'origine. Parfois, il peut y avoir d'autres stratégies à adopter. Autre slide, donc là, vous voyez les taux de succès par âge des lauréats pour les appels Starting Consolidator Advance et Synergie 2024. Donc, ce sont les taux de succès moyens. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pareil, les taux de succès sont peu ou prou les mêmes. Donc voilà, dans le gros cœur central, donc à peu près 30 ans, jusqu'à la fin vers les 60 ans. Donc en fait, le message ici, c'est que si votre projet, encore une fois, il est mûr, c'est-à-dire que vous avez l'idée, vous avez l'idée scientifique un peu novatrice, il ne faut pas attendre, il faut s'autoriser à candidater et ne pas considérer que ce sont uniquement des scientifiques très expérimentés qui candidatent et obtiennent des projets. En fait, le profil est apprécié en fonction du niveau du candidat et du moment de carrière et surtout en fonction du projet, comme on vous l'a déjà indiqué dans cette présentation. Pareil, si vous venez tout juste de dépasser la fenêtre d'éligibilité pour un type de bourse, par exemple pour Starting, ou de Starting à Consolidator Grant. Donc, n'attendez pas d'accumuler de l'ancienneté dans la catégorie suivante pour postuler, parce que là, souvent, en plus, déjà, il y a déjà beaucoup plus de personnes qui déposent en cette fin de fenêtre, donc ça veut dire que vous êtes en concurrence avec un plus grand nombre de personnes. Mais encore une fois, l'idée, donc il n'y a pas de preuve que les candidats plus âgés ou plus expérimentés aient un taux de sélection plus élevé. On a vu aussi des gens avec... bon, alors après, c'est des prix Nobel ou tout ça qui n'ont pas obtenu aussi non plus l'ERC. Mais l'idée, c'est encore une fois, est-ce que votre projet il correspond aux attentes de l'ERC dans l'écriture, donc voilà, dans l'idée, et puis aussi l'écriture, etc. Un autre graphique que vous voyez ici, donc c'est l'évolution du budget dédié à chacune des types de bourses, donc Starting Consolidator Grant pour les 3 premiers colonnes. Pour les Advanced Grant, sur la deuxième bloc de colonnes
donc un peu plus à droite, Synergie Époque. Et ce que vous voyez en couleur, en violet, c'est FP10, donc c'était le programme cadre avant celui dans lequel on est actuellement. En bleu, c'est H2020 et en orange, c'est le programme cadre pour financement pour la recherche actuel. Donc sur les oranges, pareil, les montants ne sont pas encore, il reste encore des budgets à attribuer. Mais ce que vous voyez en fait avec cette slide, c'est qu'il y a quand même une grosse majorité du budget ERC qui est dédié au profil des plus jeunes scientifiques en début de carrière, donc les starting grants et les consolidator grants, et ce depuis Horizon 2020, donc le précédent programme cadre. Voilà, donc pareil, si vous êtes starting ou consolidator grant, l'ERC en fait a l'idée que ces bourses, dans l'objectif des bourses ERC, c'est de pouvoir favoriser les carrières des scientifiques et notamment des jeunes scientifiques européens pour pouvoir voilà, apporter à leur carrière. Donc si vous êtes starting ou consolidator, voilà, l'ERC est aussi en particulier, je dirais même fait pour vous. Hop, là j'ai fait 2 trucs, je vais revenir, pardon. Avant-dernier, petite slide sur les chiffres. Ce que vous voyez ici, ce sont les résultats à l'étape 2 des starting grants 2024 et ce sont en fait les taux de succès en fonction du fait que le lauréat le candidat, pardon, était un nouvel applicant, donc qui n'a jamais candidaté avant, donc la colonne de gauche, ou ce sont des personnes qui recandidatent, donc ça c'est la colonne du milieu. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait les taux de succès, donc en vert très, très pétant, donc tout en bas, c'est que quand on recandidate, on a des taux de succès qui sont plus importants par rapport à une première soumission. Donc, ça veut dire aussi que plus vous avez de l'expérience d'écriture et d'obtention de projets, plus vous voyez aussi vos chances de sélection augmenter. Mais c'est aussi que plus vous déposez, donc voilà, même si vous n'obtenez pas le projet ERC de la première fois, ça arrive, mais il est aussi possible de ne pas l'obtenir la première fois. Quand vous candidatez, vous recevez notamment tout un ensemble en fait d'évaluations. Les évaluations sont très nombreuses sur l'ERC. Si vous êtes en étape 1, vous allez recevoir 2 à 3 évaluations par des membres de panel. Si vous passez l'étape 2, vous allez recevoir entre 8 à 10 parfois évaluations d'experts évaluateurs et de membres de panel. Et donc tout ça, c'est de la matière pour pouvoir améliorer votre proposition et redéposer l'année d'après. Donc, il ne faut pas encore une fois se décourager et tirer de l'expérience et tirer profit voilà, des informations que vous aurez reçues lors d'une première candidature et peut-être unique candidature. Ça arrive aussi de l'avoir aussitôt. Dernière slide qui vous présente des taux de succès moyens aux différentes étapes de sélection pour les 3 bourses Starting, Consolidator et Advanced sur Horizon Europe. Alors, ce qu'on peut noter déjà, donc, c'est sur la participation de la France. Donc, il n'y a pas les chiffres ici, mais globalement, sur la participation de la France, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une marge assez large en matière de participation, c'est-à-dire que la France ne soumet pas autant de projets qu'elle le pourrait. Et surtout, en fait, ce que vous voyez avec cette salle, c'est que le message, c'est ici de dire que les taux de succès sont plus élevés quand même, en fait, au niveau globalement, au niveau français, que par rapport aux taux de succès européens. Donc, en fait, il y a quand même l'idée que les candidatures françaises sont généralement bien évaluées. Encore une fois, il faut mûrir son projet, il faut bien, voilà, bien prendre du temps pour écrire la proposition scientifique, mais c'est généralement assez bien évalué. Donc, et puis aussi, en fait,
un dernier message dernier message à partir de ces chiffres qu'on voulait vous faire passer, c'est qu'en fait, candidater à l'ERC, obtenir des financements, comme on l'a vu dans le nuage de mots aussi au début, ben oui, ce sont des financements. Et ce sont des financements pour votre recherche, pour vos projets, pour de la recherche fondamentale. C'est mener sa recherche de manière indépendante pour financer aussi du personnel, si vous le souhaitez, des postdocs, des doctorants, des équipements assez larges pendant une durée assez conséquente de 5 ans. C'est aussi des bourses qui peuvent profiter à votre environnement, que ce soit le laboratoire, l'établissement ou l'équipement. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater, encore une fois. Les bénéfices sont assez clairs. Je laisse maintenant la parole à Timothée pour les dernières slides. Oui, donc on a regroupé ici les quelques liens et documents utiles. Voilà, donc le site de l'ERC qui est assez parlant, donc c'est là où se font publier les informations officielles, et ça peut être là que vous êtes sûr de retrouver les dernières versions des programmes de travail, des guides des déposants, des guides des évaluateurs, enfin de tous les documents dont on a pu parler pendant la présentation. Et vous avez aussi le site, on a remis le site de ERC, du portail du participant. Donc c'est sur cette plateforme que se passera le dépôt de votre projet et sa gestion, une fois que vous êtes lauréat de l'ERC. On a aussi mis des liens plus génériques, mais voilà, vous pouvez les voir sur l'Open Science, trouver les membres des panels, mais qui sont présents aussi sur d'autres slides. Une slide importante, parce on a souvent des questions là-dessus aussi, sur la diversité des financements pour les soutiens nationaux aux candidats ERC. Donc en orange, c'est les nouveautés du plan d'action de l'ANR de cette année. Mais donc l'ANR a beaucoup de dispositifs maintenant qui concernent l'aide à l'ERC. Donc on a remis MRSEI que vous connaissez peut-être par ailleurs, qui est dédié du coup aux candidats. Pour l'ERC, ça s'applique que aux ERC Synergie, puisque c'est une aide au montage de projets européens, de réseaux européens pardon, et internationaux. Et donc l'idée c'est d'avoir des fonds pour préparer son dépôt en collaboration. Donc par exemple de permettre aux 2 à 4 PI qu'on a vus de se rassembler dans un lieu pendant une certaine durée, peut-être plusieurs fois, pour discuter de leur projet et de faire des vrais ateliers, sessions de travail sur leur projet Synergie. Il y a le dispositif SRSEI qui est un petit peu différent et qui est aux personnes qui n'ont pas bénéficié du MRSEI, mais qui sont admis à l'audition de l'ERC Synergie. Ça va permettre de se rassembler à ce moment-là. Une des nouveautés, c'est le jeton MRSEI, donc JMRSEI. Donc ça donne automatiquement accès au dispositif MRSEI, aux projets déjà financés par l'ANR au travers d'un programme PRCI, donc les projets de recherche collaboratifs internationaux. Et qui du coup voudraient, après leurs projets ANR internationaux, aller vers des projets collaboratifs. Le tremplin OERC, c'est ouvert aux chercheurs Starting Consolidator ou Advanced, donc c'est la nouveauté, c'est que c'est aussi ouvert aux Advanced, qui ont passé la deuxième étape de l'évaluation, qui ont été classés A, donc qui sont allés à l'audition de l'ERC, qui ont été classés A, mais qui sont non financés, et qui peuvent redéposer dans la même catégorie. Voilà, donc, et ça c'est un budget de 115 000 euros 116, pardon, du coup sur 2 ans. Ensuite, il y a l'Access ERC. Donc, le but, c'est d'accompagner les jeunes talents, on va dire les jeunes chercheurs, les jeunes postdocs dans leur préparation d'une candidature à l'ERC Starting, en leur permettant d'avoir 2 ans de salaire et éventuellement du fonctionnement autour pour renforcer leur CV afin qu'ils soient compétitifs sur l'appel ERC Starting. Pour information, l'appel Access ERC 2026 est ouvert uniquement aux disciplines de sciences humaines et sociales. Et enfin, côté ANR, il y a le dispositif JCJC Percé, donc Percé JCJC, pardon, qui est de 75 000 euros et qui est exclusivement réservé aux lauréats de projets jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, pardon, de l'ANR, dans l'objectif de déposer un projet ERC. Je précise une dernière chose parce que c'est une nouveauté cette année avec le RC. Pour l'ANR, pardon, pour Percé JCJC et les jetons, c'est bien automatiquement lauréat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre phase d'évaluation. Si vous êtes lauréat d'un PRCI et que vous êtes dans le bon timing pour le jeton MRSEI, vous pouvez obtenir ce financement-là en faisant la demande à l'ANR. Et pour PRCJC, si vous êtes porteur ou si vous connaissez un porteur d'ANR JCJC, il peut ou elle peut obtenir 75 000 euros si il ou elle s'engage à déposer un projet ERC dans les 2 ans après la demande du financement supplémentaire. Et ensuite, il y a quelques dispositifs hors ANR.
comme les chaires IUF, donc Institut universitaire de France, qui permettent à un enseignant-chercheur de dégager du temps pour mener bien un projet de recherche, et donc qui permet de se consacrer à l'écriture et même juste à générer des résultats qui peuvent être intéressants pour un dépôt ERC. Et il y a aussi la fondation Bettencourt, qui a un dispositif qui s'appelle Impulscience, qui vient plutôt se substituer à l'ERC. Donc là, on s'adresse aussi à des personnes qui ont déposé, qui ont été classées A à la deuxième étape, donc qui sont à l'audition, qui ont été classées A mais qui n'ont pas été financées, et dont le projet rentre dans le domaine des sciences de la vie. Donc là, la distinction importante, c'est que ça ne peut pas forcément dire que vous avez soumis à un panel LS, donc Life Science, qui est un des 3 grands panels de l'ERC, mais que votre projet concerne les sciences de la vie. Donc vous avez le droit d'avoir soumis dans un panel SHS ou PE, donc Physics and Engineering ou Social Science, et de quand même faire la demande d'impulscience parce que votre domaine concerne les sciences de la vie. Il y a 7 personnes qui sont retenues chaque année à ce dispositif. Et enfin, vous avez sûrement d'autres instruments financiers régionaux, locaux, très divers et variés, mais ça, c'est voilà, c'est votre cellule Europe principalement qui peut vous aider à les connaître. Et je vais donner la parole à Anna pour les 2 slides de conseils généraux. Merci Timothée. Donc, enfin, quelques conseils rapides. Donc, la première, ce n'est pas s'autocensurer. C'est plus facile à le dire qu'à le faire. Mais on est là pour aider à passer l'autocensure. Donc, si vous avez une idée ambitieuse, il faut y aller. Donc, on vous incite aussi à comprendre la philosophie de l'appel ERC avant d'y aller. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire, pour vous aider à définir dans quel cadre vous allez préparer votre proposition. On fait référence aux documents clés à lire, comme Hélène et Timothée ont mentionné tout à l'heure, les programmes de travail qui apparaissent chaque année. Il y a aussi les guides du candidat pour chaque appel, les guides des évaluateurs pour chaque appel. Donc, il faut lire ces 3 documents clés. Par ailleurs, c'est important aussi de se faire aider par votre cellule Europe. On va les dire, on va les redire, on les dit à chaque webinaire. Les membres du PCN sont là pour accompagner, mais une fois que la cellule Europe, le Grants Office, comme elle s'appelle, elle est déjà sollicitée. Parce que ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience sur le montage de projets européens, les ERC aussi, donc n'hésitez pas à faire appel à elles. Par ailleurs aussi, il faut prendre le temps de mûrir votre projet, c'est fondamental, parce qu'un projet mûri a plus de chances, mais pas trop attendre non plus. Donc, c'est quand même assez subtil, c'est pour ça, d'où l'utilité aussi de la cellule Europe. Un autre conseil pratique, c'est de mettre en avant l'originalité et la cohérence de votre parcours, de votre CV. Et ensuite, si vous avez la possibilité d'échanger avec d'anciens lauréats ou des collègues de confiance avec lesquels vous pouvez développer votre idée et faire mûrir votre projet scientifique, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et vous pouvez faire relire votre projet à plusieurs reprises par vos pairs, soit spécialistes, soit non spécialistes, parce qu'il ne faut pas oublier que les membres du panel, ce ne sont pas des spécialistes de votre domaine, et ce sont eux qui vont vraiment évaluer et classer votre projet. Et pour finir, surtout, ne pas craindre l'échec et apprendre à capitaliser sur cette expérience. Mais pour ce faire, on organise des webinaires avec des témoignages de lauréats qui nous expliquent souvent leur chemin parsemé d'épreuves ou semé d'embûches. Voilà. Et pour finir, pour vous aider donc à évaluer votre préparation à une candidature ARC, il y a une série de questions clés à vous poser en tant que candidat potentiel. Et ces questions, je ne vais pas vous les lire, hein, vous aurez les supports après, mais ça concerne 3 axes essentiels. Donc, ça relève sur la question scientifique centrale de votre projet, sur la nature et l'ambition de votre proposition, et sur votre profil et son adéquation avec les critères ERC. Ça ne s'adresse pas qu'aux candidats, elles peuvent également servir comme guide pour évaluer les candidats qui vous accompagnent. Et là, je m'adresse aux cellules d'accompagnement. Et c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Anna. Eh ben, on va passer, il est 11h30, donc on a une demi-heure pardon, pour les questions. Donc, il y a déjà un nombre assez important de questions qui ont été posées et que je vais partager.
Alors, donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez poser les questions dans Slido et puis vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent. Donc, ça permet aussi de trier. Alors, première question.